c'est tout le temps le cas. Bon. Oui, j'ai essayé. Ok, on va voir ce que ça donne. Test, test 1, 2, 3, test. Alors si vous êtes là, faites-moi signe. Test 1, 2, 3. On reprend ça. On reprend ça. Test 1, 2, 3, test. Test, mes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Test. Ah, salut Mariam. Sois la bienvenue. Amadou. Merci beaucoup. Ok, bon, super. Je vais juste attendre que les autres rejoignent le live. Salut Nader. Fallon. Ah, ma nièce Fallon. Merci Yves. Ah, merci Maguette Diopso. Sulbi Sanogo. Merci beaucoup mon boss. C'est toi le boss. Merci beaucoup. Ah, Mariam Soda, ma sœur. Merci beaucoup. Vraiment. Jesus, merci beaucoup, mon excellent beauf. Sois le bienvenu. Sainte Sylvie, my sister, yes. Ok, merci beaucoup. On va patienter un peu le temps que les autres arrivent. Alors, le rituel, en fait, dans cette affaire-là, c'est qu'on commence toujours par décerner des bons et des mauvais points. Je pense que tout le monde n'était pas là. Donc, j'avais décerné quelques... Salut Kalilou, sois le bienvenu. J'avais décerné quelques mauvais points à notre président, hein, Macky Sall, pour sa décision de déconfiner, pour sa décision de ramener nos enfants à l'école, ce que j'estime être une très mauvaise décision. Une mauvaise décision pour les enfants, puisque depuis quelques jours maintenant, je pense exactement depuis 4 jours, on a eu le premier décès d'un enfant qui a dégénéré en cas sévère, dont on nous dit qu'il souffrirait, en première intention, de la maladie de Kawasaki. Mais pour moi, c'est un mythe qui tombe. Eh, président, Pierrot, président, sois le bienvenu. Donc, alors, cette nouvelle information, de mon point de vue, elle change totalement la donne. Elle change radicalement la donne. À sa décharge, à la décharge du président, je l'avais dit dans le live précédent, le pic, en fait, c'est le plus haut niveau de contamination, de nouvelles contaminations, mais après, il est suivi, en fait, d'une baisse. Mais comment on sait qu'on a passé le pic? Comment on sait qu'on a passé le pic, en fait? Comment sait-on qu'on a passé le pic? C'est parce que sur les 10 jours qui suivent le pic, de façon constante, on est resté en dessous du taux le plus élevé. Sans qu'on ait eu encore 10 jours depuis, puisque c'était le 11 le pic, donc c'est le 21 que l'on saura si oui ou non on était au pic. Okay? Et donc de ce point de vue-là, même si on est sur une tendance baissière, on est sur une tendance à la baisse. Salut, salut, Lilis, sois la bienvenue. Galas Falou, Bigidi Blaise, mon frère, soyez le bienvenu. Donc, même si on est sur une tendance baissière, on ne sait pas encore si on sera sur une dynamique, si on sort du tunnel. Et il faut être extrêmement prudent. Pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Parce que ce pic-là que nous avons obtenu, il est le résultat de 2 choses. Il est le résultat de tests de plus en plus importants, sans être massifs et sans être systématiques.
on n'est pas encore dans une démarche de test massif, où on a dépassé, parce qu'aujourd'hui on teste, allez, approximativement, on a moins de 1 test pour 1000. C'est même pour 10 000. Un test pour 10 000. Donc on est quand même sur un niveau de test qui est faible, en tout cas qui est loin du niveau de test massif. Et de l'autre côté, les résultats de la distanciation sociale font qu'on était sur une voie de baisse naturelle. Ça devait normalement baisser naturellement. Et puis, depuis le 11, qu'est-ce qui s'est passé? On a déconfiné. On a déconfiné. Salut, Michou, sois la bienvenue. On a déconfiné. Et donc, finalement, le bénéfice de cette période, on ne l'a plus. Est-ce que donc c'est pertinent d'envoyer nos enfants à l'école, dont on nous dit qu'ils sont ceux qui souffrent le moins? Et c'est vrai. Mais depuis 4 jours, on a eu les premiers décès. Le premier décès d'un enfant, effectivement, il souffrait d'une comorbidité, parce qu'il souffrait de la maladie de Kawasaki, mais ça reste quand même un décès d'enfant. Premièrement, c'est ça le problème, et c'est pour ça que je lui décerne un bonnet d'âne sur cette question. Ce n'était pas très pertinent. La deuxième chose, c'est que nos enfants vivent avec nos grands-parents, qui sont, elles, par contre, les personnes les plus vulnérables. Le taux de létalité chez les personnes de plus de 60 ans, 60, 70, 75, 80 ans, se situe aussi entre 7 et 15%, avec une médiane à 7,5%. C'est quand même une médiane assez haute. Je pense qu'on doit être d'accord de ça, c'est une médiane assez haute. On tourne autour de 10% en moyenne sur cette tranche d'âge-là. Donc la question, c'est vous laissez les enfants aller à l'école, et ensuite j'ai vu des mesures qu'ils ont données, qui, ma foi, sont intéressantes, mais dans leur application, je suis sûr qu'elles poseront d'énormes problèmes. Le ratio d'encadrement, j'en ai parlé la semaine dernière, les masques qu'on va changer régulièrement, on sait que ce ne sera pas valable partout, et que ce ne sera surtout pas valable tout le temps. Je ne crois pas que dans mon village, à Karaban, à Edioungou, ou que dans le Fongolimbi, il y ait suffisamment de masques pour les écoles qui sont encore, à l'heure où nous parlons, sous abri provisoire. Donc je pense en fait que c'était une mauvaise idée. Ensuite, ces enfants, ils y vont, pour eux, ça va prendre des formes bénignes, mais pour les grands-parents qu'ils vont retrouver à la maison, puisqu'on habite avec nos grands-parents, elles peuvent plus facilement dégénérer vers des formes sévères. Donc, bonnet d'âne pour Macky Sall, pour ces 2 raisons-là. Le déconfinement et la décision de ramener les enfants à l'école. Et je voulais saluer maintenant l'action de Rajoelina. Rajoelina, le président de Madagascar, qui s'est illustré cette semaine, pour moi, pour 2 raisons. Et 2 raisons fondamentales. Pour ça, d'ailleurs, que je vais lui décerner 2 fois le honoris causa de cette semaine. 2 fois. La première fois, parce que vous l'avez certainement vu, et si vous ne l'avez pas vu, vous avez manqué un moment d'anthologie, un grand moment de télévision. Il faut que vous alliez le regarder. Rajoelina était l'invité de France 24. Salut Mohamed, sois le bienvenu. Était l'invité de France 24 en fait, et France 24 avait décidé de le cuisiner avec Christophe Boisbouvier, hein, le monsieur Afrique hein, de France 24. Ils avaient décidé de le cuisiner et de lui faire rendre gorge, de lui faire avouer que finalement ce n'est pas bon ou que ce n'est pas scientifique ou voilà, enfin, ils avaient en tout cas des intentions cachées et on connaît ces intentions-là. Alors Rajoelina a été brillant. D'abord, il les a traités de racistes, ce qu'ils étaient dans le cas d'espèce, puisque la bonne foi étant toujours présumée, si il n'y a pas de preuve que le médicament est dangereux, il faut donc en déduire qu'il est bon. Si personne n'en est mort, attention, je dis si personne n'en est mort parce que l'institut qu'il a proposé, l'Institut malgache de recherche appliquée, est un institut qui a une grande tradition de production de médecins. Ils ont à leur actif aujourd'hui 50 médicaments en circulation. Donc ce n'est pas comme si c'était des amateurs qui s'improvisaient. Salam alaikum Bassirou, sois le bienvenu. Oui, évidemment, Michou, et tu as raison, il y a l'hivernage aussi qui arrive. Et bon, bref, je pense effectivement que vous avez raison, cette méthode était ridicule. Cette stratégie est impertinente et en tout cas est incompréhensible.
Voilà. Alors, peut-être que nous n'avons pas les clés pour tout comprendre, c'est possible, mais nous avons quand même le souci, nous, d'expliquer les raisons pour lesquelles nous entrons en défiance avec cette nouvelle stratégie-là. À charge pour nos contradicteurs de nous apporter la réplique. Donc, première chose, donc, son interview sur France 24. Vraiment un grand moment de télévision. Et deuxième chose, parce que c'est grâce à Rajoelina que nous avons pris l'Institut Pasteur en flagrant délit de bidonnage de résultats. Pour ceux qui n'ont pas suivi, de quoi il s'agit. Alors que le coronavirus est en train de se tasser, est en train de baisser, était sur une tendance fortement baissière à Madagascar, et qu'il n'y avait aucun mort du coronavirus. Alors que nous étions en train de célébrer la réussite que constituait Madagascar, avec le Rwanda, parce que le Rwanda aussi n'a pas de décès, et c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Mais quand nous célébrons ça, l'Institut Pasteur n'a rien trouvé de mieux à faire que nous sortir de son chapeau 65 nouvelles infections. Alors évidemment, Rajoelina leur a dit, non mais attention, où est-ce que vous allez avec ces 65 infections? Il y a un petit problème. D'où sortent-elles? Et il a demandé une contre-expertise en disant la chose suivante, en disant ces 65 nouveaux cas correspondent à près de 30% du total des infections qu'il y a aujourd'hui à Madagascar. Donc je trouve que ces chiffres sont sujets à caution. Donc j'en demande une contre-expertise. Donc, on s'est rapproché du laboratoire Biomérieux. Et le laboratoire Biomérieux a confirmé, tenez-vous bien, parce que, alors je veux savoir pour ceux qui ont déjà vu ceux qui ont déjà suivi cette affaire de Madagascar, combien sur les 65 initiaux ont été confirmés par le laboratoire Biomérieux après la contre-expertise demandée par Madagascar. Ok? Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Salut Gabriel, sois le bienvenu. Le prophète Osée, sois le bienvenu mon frère. Merci beaucoup. Jean-Charles, mon excellent frère frangin, merci beaucoup, sois le bienvenu. Donc, écoutez, tenez-vous bien, il n'y en a eu que 5 de confirmés. 5 sur 65. Alors, c'est un vrai problème parce que sur cette question-là, le laboratoire Pasteur s'est totalement décrédibilisé. Et aujourd'hui, dans mon esprit et dans l'esprit de beaucoup d'Africains, l'Institut Pasteur a un agenda douteux, un agenda caché. Je dois ajouter dessus quelque chose dont peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est quelque chose qui est important. Le laboratoire Pasteur a soumis des tests rapides. Salut Espérance, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, Madame Lopez. Merci beaucoup. Sois la bienvenue. Donc, l'Institut Pasteur, donc, justement, qui a été pris en flagrant délit de fraude sur les chiffres du coronavirus à Madagascar, il a aujourd'hui déposé des demandes d'accréditation pour produire des kits de dépistage rapide. Et là, je prends solennellement l'occasion de ce live pour interpeller le président de la République. Vous ne pouvez pas, sans avoir fait le point, sans avoir reçu un rapport complet de la situation de Madagascar, situation dans laquelle l'Institut Pasteur a été épinglé pour des pratiques douteuses et de toute façon contraires à la déontologie, vous ne pouvez pas donner une autorisation de production de kits de dépistage rapide à un institut comme celui-là. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Nous prendrons les nôtres. Bien. Donc, je voulais... Salut Ayan, sois la bienvenue. Donc, je voulais donc féliciter Madagascar pour ça, féliciter son président. Et puis, le live de ce soir, donc, on a décidé de parler donc de la géopolitique de la pandémie. Et donc, vous allez vous demander sûrement pourquoi je fais un live sur la géopolitique du Covid-19. Eh bien, parce qu'il faut commencer à réfléchir sur ce que pourrait être l'impact du virus sur la politique internationale. Parce que la plupart des grandes crises mondiales ont des conséquences sur les rapports de force au niveau économique, politique et stratégique. En réalité, elles ont souvent 3 effets, si on veut simplifier. La première, c'est qu'elles révèlent des phénomènes qui sont passés inaperçus. Ensuite, elles accélèrent souvent la transformation des rapports de force. Et puis, bien souvent, elles détruisent l'ordre ancien.
l'ordre établi. Par exemple, et il faut que je vous donne un exemple, les deux guerres mondiales du XXe siècle ont accéléré le retrait de l'Europe et l'hégémonie des superpuissances américaines et russes. Les deux guerres mondiales, elles ont consacré la montée en puissance des superpuissances américaines et russes. Les crises économiques de 1998 et de 2008, la crise des subprimes notamment, ont quant à elles consacré la force économique et financière de la République populaire de Chine. Donc, il en va de même pour la crise actuelle. Et d'ores et déjà, elle commence à avoir un impact sur les relations internationales. Donc, c'est important que l'on puisse connaître les acteurs mondiaux et la manière dont le Covid peut modifier leur position dans l'échiquier mondial. Oui, Choumi, absolument. Moi je pense, hein, depuis le début, l'Institut Pasteur est bizarre. Est bizarre. Vraiment, oui, absolument. Mettre vraiment l'Institut Pasteur, bonnet d'âne, bonnet d'âne, bonnet d'âne. Et je pense que vous vous souvenez tous que j'avais célébré ici, et avec mon frère Gabriel John qui m'avait demandé de le faire, célébrer l'action de l'Institut Pasteur au départ à cause du rôle qu'ils avaient eu dans la réponse au Covid-19, notamment dans la détection. Mais j'avais toujours trouvé curieux, le précaré qu'on leur avait réservé, cette espèce de monopole que rien ne justifiait, et puis d'un autre côté, le fait qu'il y avait des instituts compétents qui étaient au Sénégal, comme l'IRSF du professeur Mboup. Et le professeur Mboup, il fallait le rappeler, professeur Mboup, c'est l'un des co-découvreurs du VIH-2. Et le VIH-2, je pense dans les années 89, je crois, c'était vraiment à la pointe de la technologie. Ce monsieur dont je vous parle là, le professeur Mboup, co-découvreur du VIH, a un institut dans lequel il collabore avec le professeur Didier Raoult. Cet institut a été mis de côté au début du Covid et n'a pas été associé dans les diagnostics. On peut se demander pourquoi. J'ai une réponse, j'ai un indice à vous donner. L'appartenance de cet institut à la France en fait un précaré de la France-Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, dans tous les précarés français, dans toutes les anciennes colonies, c'est l'Institut Pasteur qui s'est arrogé la part du lion dans la question de la détection du Covid-19. Voilà. Donc c'était ça un peu pour moi le sujet. Alors quand j'ai parlé de géopolitique, j'ai eu beaucoup de questions en inbox. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais mais bon, la géopolitique c'est quoi en quoi elle est différente de la géostratégie voilà. Et puis, est-ce que c'est des synonymes? Est-ce que géopolitique est un synonyme de géostratégie? Alors, donc, je voulais d'abord commencer, alors on va faire nos devoirs comme à l'école, hein, de manière très propre. Donc la géopolitique, c'est une discipline en fait qui traite des relations entre les pouvoirs, le pouvoir, politique notamment, et les territoires. Donc l'espace étant considéré dans cette discipline-là comme un enjeu que se disputent les diverses entités politiques. Et donc, quand on parle d'entités politiques, on parle principalement des États, mais pas que. Parce que des fois, des groupes organisés, sans être des États, peuvent avoir un rôle sur un territoire qui est un rôle éminemment politique. Donc on va parler de ça, on va parler de la géopolitique sous l'aspect des relations entre le pouvoir et les territoires. Et ensuite, donc, ceux qui m'avaient demandé c'était quoi la géostratégie, je voulais leur dire en fait que la géostratégie, en fait, elle traite des conflits qui sont occasionnés par les enjeux politiques, donc les enjeux géopolitiques, quand ils prennent une dimension militaire. Et là-dessus, c'est Clausewitz, en fait, qui dit que la guerre est envisagée comme la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, de ce point de vue-là, il faut que vous considériez avec moi que géopolitique et géostratégie, elles ne se distinguent que dans la mesure où la géopolitique est essentiellement civile et politique, et la géostratégie est principalement militaire, même si elle est une conséquence de la géopolitique. Voilà. Donc, ces quelques précisions faites là. Le Covid a amené quand même de grandes rivalités entre les grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, la Russie, et ce qu'on appelle de manière plus généralement les BRICS. Alors, je parlerai donc ici, dans le cas d'espèce de la Chine, et ce live en fait va être organisé en 3 fois.
Pourquoi en 3 fois? Parce que, évidemment, une heure de temps, 60 minutes donc, est une séquence temporelle trop courte pour pouvoir embrasser toutes les dynamiques et toutes les subtilités, toutes les nuances que charrie la question de la géopolitique et de ses dimensions géostratégiques. Donc, on va parler aujourd'hui à titre principal de la Chine et on va voir quelles sont ses relations avec les grands acteurs que sont les États-Unis et la Russie notamment. Mais je voulais, avant d'aller plus loin, revenir sur la compétition entre les puissances qui, elle ne date pas évidemment du coronavirus, vous l'avez bien compris, mais elle a été accrue par le coronavirus. Et dans cette partie du coronavirus, elle se poursuit d'une manière qui est à peine cachée. On en parlera notamment dans la partie de l'OMS. Donc, ce qui se passe à l'OMS est effectivement un terrain de combat entre les États-Unis, la Chine et la Russie, mais pas que, et tous les membres du Conseil de sécurité. Donc, on voit effectivement, on verra ces questions-là, puisque les deux autres lives nous permettront de revenir sur cette question-là, qui permettra d'examiner de manière plus détaillée le rôle que chacun de ces grands acteurs-là a et de faire un peu comment s'appelle, de projection, de prospective, c'est-à-dire de dire comment nous pensons que, tenant compte de ce qui se passe, comment les choses pourraient évoluer au niveau géopolitique. Il y a quand même, si on doit camper un état des lieux, les institutions internationales sont entrées dans une phase un peu de décroissance. Et en partie, cette phase de décroissance que connaissent les institutions internationales, elles sont dues au retrait américain. Donald Trump, en fait, depuis son arrivée, je pense une année après son arrivée, il est parti, il a quitté en fait la plupart des institutions multilatérales. Donc il a quitté l'UNESCO, donc, et alors que c'était le plus gros contributeur. Washington verse chaque année, à lui seul, 20% du budget de l'organisation. Donc il a quitté l'UNESCO. Donald Trump a aussi quitté l'accord de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'accord Paris sur le climat, je crois que c'était la COP 21, conclu par 195 pays en 2015. Et il a qualifié cet accord à l'époque de très injuste pour son pays, parce qu'il considérait que ça permettait aux autres nations de rattraper et de prendre un avantage en fait sur l'industrie américaine, qui de son point de vue avait déjà pris beaucoup de retard. Donc il a quitté avec fracas l'accord de Paris. Ensuite, il y avait l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Vous avez tous suivi les lourdes sanctions dont il a frappé l'Iran, les sanctions dont il a menacé les États qui feraient des affaires avec l'Iran et toutes les sociétés de manière générale qui ont des affaires en Iran. Et dans ce cadre-là, il y a eu une société française, je pense que c'est la société qui gère qui construit des autoroutes là, et qui gère la construction, ça va me revenir, je vous le dirai. J'hésite entre Bouygues et Alstom, mais je vais vous le dire là tout à l'heure. Et donc, sur le nucléaire iranien, Trump a quitté aussi cette partie-là. Et puis, le partenariat transpacifique, le traité de libre-échange en Asie et au Pacifique, il l'a quitté. La renégociation de l'ALENA, il l'a tout de suite mis à l'ordre du jour. Et puis, depuis le 14 avril, là, ils ont suspendu leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en pleine crise du coronavirus, ils ont quitté l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les puristes disent, ils n'ont pas quitté, ils ont suspendu. Mais pour ceux qui connaissent Donald Trump, il dit en fait qu'il prend le temps d'évaluer le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et dans la dissimulation de la propagation de la maladie Covid-19. On aura l'occasion d'y revenir justement dans le rôle qu'a joué l'OMS. Mais à partir du moment où Donald Trump dit ça, la prochaine étape, vous le savez bien, c'est quand il réunit les gens dans son bureau et avec son grand parapheur et de sa plus belle signature, il va parapher la sortie de l'OMS. Donc ça, par contre, je pense qu'on ne fait pas trop de prédictions en suggérant que c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, il y a la question de l'OMS. Parce que l'OMS, en fait, c'est la structure qui gère la santé mondiale. Et elle n'a pas joué le rôle central, en tout cas, elle n'a pas joué fair play. Alors, à l'intérieur de l'OMS, on dit qu'elle a été informée trop tard par la Chine et qu'elle n'a pas pu réagir à temps.
Et de l'autre côté, on lui reproche, donc les États-Unis lui reprochent, de se plier aux injonctions chinoises pour déclarer l'état de pandémie. Et dans ces consignes actuelles, elles donnent parfois le sentiment de se faire l'écho d'une espèce de ligne chinoise dans la lutte contre le virus. Et puis la Chine, au passage, tire les bénéfices de l'investissement qu'elle a consenti ces dernières années dans le système onusien. Parce que Pékin a fortement appuyé la candidature du docteur Tedros, qui est ancien membre du Parti communiste éthiopien et dont sa candidature a été portée à bout de bras par Pékin. Alors, il y a deux choses qui sont assez troublantes. Le fait que ce soit un membre du Parti communiste et le fait que l'Éthiopie est un des pays africains qui bénéficie le plus du projet dont on parlera tout à l'heure, des nouvelles routes de la soie, et donc un investissement massif. D'ores et déjà aujourd'hui, la Chine a fait de l'Éthiopie son point avancé sur le continent. Donc, il y a quand même des choses qui font qu'il y a beaucoup on va dire, de connivence entre la Chine et l'Éthiopie. Alors, cher Seydi, oui, effectivement, l'opportunité que présente la crise, c'est effectivement la possibilité de redistribuer les cartes. Et puis, on va en reparler justement. Parce que le dernier live, ce sera justement sur, ok, on a parlé des grands acteurs de ce conflit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et quelles sont les stratégies que nous pouvons, géostratégie et géopolitique, que nous pouvons mettre en œuvre pour répondre à ce qui se joue actuellement sur l'échiquier mondial? Salut mon frère, Jean-Pierre Da Silva, sois le bienvenu. Je rappelle à tous ceux qui suivent ce live que notre option forte, en tout cas à travers ces lives-là, c'est de faire des lives différents. C'est de faire des lives dans lesquels les gens sortent en apprenant de nouvelles choses. On ne veut pas être dans le clash permanent. On veut apporter des choses en fait. Et de mon point de vue, l'Afrique est souvent le parent pauvre du débat sur la géopolitique et sur la géostratégie. Salut Coucou, sois la bienvenue. Coucou Net. Et Papis, mon frère, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, Papis. Alors, quand on a dit ça, on peut avoir le sentiment en fait que la Chine est dans une situation en fait un peu trouble, parce que il faut rappeler que la Chine, en très peu de temps, est d'abord passée aux yeux de tout le continent comme l'agneau du sacrifice, comme le responsable. Je cherchais en fait le bouc émissaire. Parce que vous savez, dans la Bible, en fait, le bouc émissaire, c'est celui que les populations, le peuple de Dieu envoyé dans le désert, justement chargé de tous les péchés de la communauté, pour expier les péchés de la communauté. Et donc, on disait en fait que c'est le bouc émissaire. Donc, quand on accuse quelqu'un de tous les péchés, on dit que, de tous les péchés d'Israël, le peuple de Dieu, on dit que c'est le bouc émissaire. Et donc, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, la République populaire de Chine a été considérée, d'abord, c'est le foyer de l'épidémie, donc elle a été pointée du doigt par tout le monde, elle a été conspuée, elle a été huée de tout le monde, et de manière assez spectaculaire, la Chine a opéré en moins de 6 mois une mue remarquable, étonnante et parfaitement paradoxale. Hein, on va en parler. Parce que il y a dans le Covid actuel, ce que nous vivons, le fait que les deux superpuissances actuelles sont frappées en même temps de plein fouet, la Chine et les États-Unis. Mais toutes les deux sont en train de durcir leurs positions respectives en vue du jour d'après. Pékin et Washington sont toutes les deux déterminées à se tailler la part du lion dans le gâteau géoéconomique dont la taille est en train de se réduire. Parce que tout le monde prédit une crise majeure pour l'économie mondiale dont peut-être qu'on ne se relèvera pas. En tout cas, 2020, il n'est pas sûr qu'on ne s'en sorte pas avec une croissance négative. On n'est pas encore au 6e mois de l'année, donc on ne peut pas prédire ce qu'il en est, mais chaque mois de crise sanitaire dans les circonstances actuelles coûte à l'économie mondiale 3 points de PIB. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et de ce point de vue-là, il y a ce qu'on appelle le piège de Thucydide.
Alors ceux qui font beaucoup de géopolitique en ont certainement déjà entendu parler. Et notre option forte, c'est que quand on utilise des notions complexes, c'est de tout de suite expliquer ce que ça veut dire. C'est le piège de Thucydide en matière de relations internationales, c'est la situation qui voit une puissance dominante entrer en guerre avec une puissance émergente parce qu'elle est poussée par la peur que suscite chez la première le surgissement de la seconde. Là, dans le cas d'espèce, la Chine est en train de faire un bond phénoménal dans la reprise en fait post-Covid. La Chine a déjà neutralisé la crise du Covid, alors que les États-Unis sont en train de souffrir de cette crise et n'ont pas encore vu le bout du tunnel. La question d'ailleurs qu'on verra la semaine prochaine dans le live sur la géopolitique, notamment sur les États-Unis et les raisons pour lesquelles ils souffrent et ils ont du mal à s'en sortir, il y a le fédéralisme. Le fait que le président des États-Unis a une portée, une action limitée sur les États pris individuellement. Et que le vrai patron dans les États, c'est le gouverneur de l'État. Et donc on assiste à des bras de fer qui justement sont autant de choses qui limitent la capacité de Washington à régler cette crise-là. Et ce point-là, justement, du fédéralisme, est un point que Pékin n'a pas. La Chine n'a pas ces lestes-là, n'a pas ces, si vous voulez, ces béquilles qui l'empêchent d'avancer. Elle a la pleine puissance et elle gère de manière totale l'ensemble de son territoire. Rappelez-vous ce dont nous parlons, on parle de géopolitique. On parle donc de l'exercice du pouvoir sur un territoire donné. Et de ce point de vue-là, géopolitiquement, aujourd'hui, Pékin a plus de marge de manœuvre que Washington. Et le piège de Thucydide maintenant, c'est le fait que, conscient du fait que, n'ayant pas les mêmes difficultés qu'elle, n'ayant pas les mêmes contraintes, la Chine pourrait constituer une rivale d'importance dans le jour d'après, dans l'économie post-Covid. Et là-dessus, vous savez que les Américains ne sont pas des enfants de cœur et qu'ils ont des laboratoires, des think tanks qui réfléchissent aux stratégies et qui leur disent les enjeux de chacun des mouvements qu'ils font sur l'échiquier mondial. Donc, on y reviendra. Alors, de foyer de l'épidémie, la Chine, qui était suspectée de désinformation, est devenue, aujourd'hui, elle est une superpuissance sanitaire, avec ce qu'on appelle la diplomatie des masques, mais je vais y revenir. Et puis, mise en accusation, quand elle était en accusation pendant longtemps, dès qu'elle a pu résorber le problème du coronavirus, elle a tenté de faire porter la responsabilité à l'Occident. Vous avez certainement entendu parler du GI qui aurait infecté le marché, qui aurait apporté le virus au marché de Wuhan et qui a fait partir l'épidémie. Et donc, ce que dit la Chine là, à mots à peine voilés, c'est que c'est les États-Unis qui sont à l'origine de la crise, de la pandémie mondiale. Et donc, il les taxe d'inconséquence, de négligence, d'impéritie, dans une vidéo qui est en train de devenir virale. Alors, allez la regarder sur Internet. Elle s'appelle Once Upon a Virus, que la République populaire de Chine a diffusée. Elle montre sans détour que, de son point de vue, la responsable de la pandémie, c'est les États-Unis. Et elle ne s'arrête pas là, parce que la Chine, justement, puisque c'est elle qui est à l'ordre du jour de notre live, a révélé l'ampleur de ses ambitions en passant de la diplomatie du loup combattant à une tactique donc agressive destinée à discréditer ses rivaux. Et de cette crise-là, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne peut pas être trop agressive. Elle est agressive, juste ce qu'il faut pour se défendre. Mais pour le reste, son économie étant trop dépendante des exportations vers l'Union européenne et les États-Unis, elle est obligée de mettre la pédale douce. Elle est obligée de mettre la pédale douce. Mais d'ores et déjà, elle a déjà mis à profit ses réserves financières immenses et ses capacités d'investissement pour lancer des offensives de rachat dans les économies qui sont affaiblies. Donc là, je pense par exemple au Laos et au Cambodge, qui sont des économies de choix. Elle profite de sa légère avance aussi en matière de déconfinement pour faire de la diplomatie au niveau mondial. Et puis, il y a en fait 3 leviers qui sont des leviers importants qui vont lui permettre de se repositionner.
Et donc, le premier, en fait, c'est le leadership que la Chine, d'une petite seconde. Salut à dire à tous, sois la bienvenue. Patrick. Oui, exactement, Patrick. Tu fais bien de parler d'ailleurs du port de Mombasa. Parce que effectivement, c'est bien, Patrick, ce que tu dis. En fait, Patrick parle de l'histoire. Alors, le Kenya, en fait, est un débiteur de la Chine, en fait, à laquelle elle doit beaucoup d'argent. Et la Chine a saisi le port de Mombasa. Et aujourd'hui, tous les revenus générés par le pont de Mombasa vont directement dans l'escarcelle de la Chine. Elle a même été très loin. Il y a des pays dans lesquels elle investit. Et elle a mis des polices locales dans ces pays-là qui permettent donc de contrôler ce qui se passe. Et puis, effectivement, Patrick, écoute, je te propose, Patrick, si tu en es d'accord, que l'on prépare ensemble le live sur l'Afrique. Comme ça, on le fera à deux en tandem. Le live sur l'Afrique, en fait, c'est le live numéro 3, sur lequel on va tenir en compte tout ce que nous avons dit là sur les stratégies des acteurs mondiaux, les acteurs les plus importants, et faire de la prospective maintenant pour l'Afrique. Donc, je te propose qu'on le prépare ensemble si tu en es d'accord, Patrick. OK? Donc, la Chine aujourd'hui, dans cette pandémie-là, elle a trois leviers, on va dire trois leviers d'importance. Trois leviers. Le premier, en fait, c'est le leadership dans la lutte contre le Covid. C'est le premier levier sur lequel la Chine entend se baser pour se repositionner dans la guerre, dans la géopolitique et, au titre de sa géostratégie, utiliser son leadership comme levier. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelait les nouvelles routes de la soie. Ok, on va en parler. C'est un projet absolument phénoménal, un projet gigantesque qui va de toute façon mettre la Chine au centre du monde. Que ça plaise aux États-Unis ou pas, la Chine revient par la force au centre du monde. Et puis, enfin, et c'est le dernier point qui va lui permettre de se repositionner, c'est la question de la 5G. Vous avez certainement suivi le débat abondant et les stratégies des États-Unis, stratégie là pour le coup, puisque c'est quand même la continuation de c'est la guerre par la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et justement, de ce point de vue-là, la 5G a occasionné une guerre à peine voilée entre les États-Unis et la Chine, avec la fille du propriétaire de Huawei, qui est aujourd'hui la tête de pont de la 5G dans le monde, qui a été arrêtée au Canada sur un mandat d'arrêt international des États-Unis. Mais on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors je disais donc que le premier levier, c'est le leadership dans la lutte contre le Covid-19. Et dessus, il y a 3 points qui sont importants sur la lutte contre le Covid-19. Le premier, c'est la coopération médicale. Aujourd'hui, vous voyez partout dans le monde, la Chine, et c'est assez particulier d'ailleurs, en Italie, et c'est l'exemple que j'ai envie de vous donner, en Italie, c'est la Chine, pas la France, pas l'Allemagne, qui vient en aide à l'Italie en lui fournissant des experts médicaux, des masques et des équipements d'aide respiratoire. Oui, c'est quand même curieux. Normalement, l'Italie fait partie de l'Union européenne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Matteo Salvini n'a pas de mots assez durs au sujet de cette passivité de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne qui le laissent finalement, qui laissent l'Italie seule à son sort. Okay. Donc ça, c'est la première chose, la coopération médicale, qui fait que les experts médicaux chinois vont partout dans le monde pour apporter leur expertise dans le fait de juguler le coronavirus. Le deuxième élément de ce leadership-là dans la lutte contre le coronavirus, c'est la construction d'hôpitaux. Aujourd'hui, la Chine va à travers le monde et construit des hôpitaux. En ce moment, elle construit un hôpital au Maroc. Et puis, le dernier point là-dessus, c'est la diplomatie des masques. La diplomatie des masques. Alors, vous savez qu'il y a eu beaucoup, et d'ailleurs là-dessus, c'est assez curieux que pendant longtemps, l'OMS nous a dit « Vous n'avez pas besoin de masques, n'en prenez pas, c'est pas la peine ». Les masques, je pense que vous vous en souvenez tous de cette histoire sur les masques, quand... oui, absolument, Patrick. Écoute, avec grand plaisir, je t'appelle en finissant ce live.
Je t'appelle et on coordonne pour la préparation de l'émission, si tu en es d'accord. Ok? Merci beaucoup. Alors, je pense que vous vous souvenez tous de cette histoire quand les, comment s'appelle, l'OMS nous a dit non, 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 vous n'avez pas besoin de masques. En fait, les masques, c'est pour le personnel soignant. Et les masques, en fait, parce que le virus ne peut pas vivre dans l'air. Et puis, quelques temps plus tard, l'OMS, justement à l'époque, c'est parce que la Chine était confinée. Et enfin, en tout cas, c'est ce que nous suggérons. Nous pensons que c'était une des raisons pour lesquelles, parce qu'on a toujours vu cette connivence d'un très mauvais œil entre l'OMS, notamment son directeur général, candidat de la Chine à l'OMS, et qui a suivi de manière presque systématique les positions de la Chine sur le coronavirus. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% de la production mondiale de masques est faite en Chine. Et puis, vous avez certainement assisté aussi à cette phase-là, où le milliardaire chinois Jack Ma, vous savez, le PDG de Alibaba, a annoncé que sa fondation donnerait des masques à travers le monde. Et donc, il a donné 20 000 kits de tests, 100 000 masques et un millier d'unités d'équipement de protection individuelle à chacun des 54 pays du continent. Et après, il est même passé à 1 million de masques, en fait, en fonction des pays. Il y en a auxquels il a donné 1 million de masques. Il avait déclaré d'ailleurs, et on revient, vous voyez le rôle encore de l'Éthiopie, qui est quand même curieux, qu'on retrouve tout du long. Chaque fois que la Chine est concernée, c'est l'Éthiopie qui en bénéficie. Okay, donc il avait déclaré à l'époque que les dons, il les ferait transiter par l'Éthiopie, et les dons ont été livrés dans les pays par Ethiopian Airlines, et il avait chargé le Premier ministre à l'époque, Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix en 2009, de coordonner la distribution. Et le 19 mars, Beijing a encore renforcé sa diplomatie dans ce domaine en annonçant le projet de construction d'un centre de recherche africain pour la prévention et le contrôle des maladies à Nairobi. Donc, cette diplomatie-là finalement de l'aide médicale est quand même une diplomatie sur laquelle Pékin compte s'appesantir pour restaurer son prestige d'avant le coronavirus, qui a été quand même fortement atteint par la gestion du coronavirus. Et puis, c'est aussi une période de détente, parce qu'ils ont fait une donation d'1 million de masques au Japon, qui est un de leurs ennemis, en tout cas un de leurs meilleurs ennemis, et puis à l'Iran. Ils ont fait le 2 mars. Voilà un peu, donc, sur la question, donc, le premier levier, donc, c'est le leadership dans la lutte contre le Covid, coopération médicale, construction d'hôpitaux et puis diplomatie de l'assistance médicale. Et puis, et c'est le point probablement le plus important, c'est les nouvelles routes de la soie, qui vont permettre en fait à la Chine en fait de se représenter sur la scène mondiale et de prendre, alors il y en a qui disent jusqu'à 95%, je n'en suis pas sûr, je pense quand même qu'il faut être, mesuré, mais je crois en tout cas plus de 60% en tout cas du commerce avec l'Europe sera récupéré par la Chine si le projet va jusqu'au bout. Mais de quoi il s'agit? Aujourd'hui, la Chine est dépendante du commerce, donc des relations d'affaires qu'elle a avec l'Europe. Et 95% de ces relations d'affaires se font par la mer. Donc la Chine, elle craint en fait un blocus commercial en cas de conflit avec Washington. Parce que oui, un blocus commercial assez simple qui pourrait la voir en tout cas interdite d'accès à l'Europe, simplement parce que les routes maritimes ne sont plus accessibles. Donc elle a de nombreux alliés dans la région, je parle de Washington hein, bien entendu, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et l'Australie. Donc elle pourrait mettre à contribution ces alliés-là pour rendre opérationnel un blocus de la route d'exportation, donc des routes d'exportation de la Chine vers l'Europe. Et donc elle a depuis 2017 déjà, souhaité développer en fait un axe alternatif qui passe par la route, donc par un axe terrestre en fait, à travers l'Asie centrale.
Et donc, pour mener à bien ce projet-là qu'on a appelé les nouvelles routes de la soie, dont je vais vous parler abondamment, il y a au cœur de ce dispositif-là le partenariat avec la Russie. Parce que la Russie a longtemps hésité. D'ailleurs, et c'est un point important, la Russie a hésité pourquoi? Parce qu'elle voyait, elle voyait dans la Chine, en fait, un concurrent d'importance. Et elle n'avait pas envie d'être, justement, si ce projet aboutissait, de n'être qu'un territoire de transit ou un fournisseur de matières premières pour la Chine, parce que son prestige géostratégique et géopolitique pourrait en souffrir. Et donc, elle a longtemps hésité pour finalement accepter de s'allier avec la Russie. D'ailleurs, en 2017, quand le projet a été inauguré à Pékin, je pense que c'était en mars 2017, de mémoire, il y avait une trentaine de chefs d'État qui se sont rendus à l'inauguration. La deuxième personnalité à prendre la parole, eh ben, c'était Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine avait dit à l'époque tout son plaisir, tout ce qu'il avait comme bonheur d'être associé à ce projet, parce que, et là-dessus, il y a quelque chose d'intéressé, parce que, bon, vous connaissez bien Vladimir Poutine, ce n'est pas un enfant de cœur. Lui, ce qu'il espère de tout ça, mais on en parlera justement dans le live numéro 2, puisqu'on parlera de la Russie et des États-Unis. Qu'est-ce qu'il espère de tout ça? C'est une augmentation des échanges commerciaux. D'autant que, sur le projet de la route de la soie, 8 des 9 terminus européens, les routes ferroviaires de la soie, passent par le territoire de la Russie. Donc, c'était important à la fois pour le projet, mais pour la Russie, que les nouvelles routes de la soie puissent se déployer comme prévu. Alors, Pékin, en retour, et c'est ça que gagne la Russie, Pékin lui a promis un prêt de 400 milliards de roubles. C'est environ 5,9 milliards d'euros, donc 6 milliards d'euros, qui sont destinés à la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Moscou et Kazan. Et elle pourrait aussi être prolongée jusqu'à la capitale chinoise. Donc, les nouvelles routes de la soie sont un des leviers par lesquels la Chine entend se repositionner sur l'échiquier mondial après la période du coronavirus. Oui, maître Joëtienne, effectivement, les États-Unis et la Chine, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, absolument. D'ailleurs, c'est très intéressant, maître, ce que vous dites, parce que, en fait, il n'y a pas de différence majeure entre le diable et Satan. Enfin, non, entre la peste et le choléra. Ils sont tous venus pour nous spolier, clairement. Et d'ailleurs, on en parlera, et je pense que Truc sera d'accord, comment il s'appelle, Patrick sera d'accord, quand on travaillera justement sur l'Afrique, justement la géopolitique de l'Afrique dans la pandémie, on abordera cette question-là de comment finalement la Chine, dans sa stratégie géopolitique, est en train d'essayer de rallier à sa cause les pays africains les uns après les autres, dans une démarche, et là-dessus, très maligne, dans une démarche bilatérale, et non dans une démarche multilatérale, comme c'est le cas, comme ça a été le cas de l'Union européenne, et comme c'était le cas de l'Amérique avant Trump. Parce que depuis Trump, maintenant, on est dans une démarche bilatérale, en tout cas c'est sa préférence, il est sorti avec fracas de tous les cadres de coopération multilatéraux quand il n'en a pas inventé de nouveaux. Donc voilà, c'est une question. Moi je suis d'accord avec vous, maître Étienne. Notre point de salut, et c'est pour ça que, maître, si vous voulez, avec Patrick, on pourrait préparer un live en multiplex à 3 et parler des perspectives en fait, parce que ce que vous dites est intéressant, fédérer nos forces pour faire face et les dépasser. Je pense qu'on peut inventer l'Afrique post-Covid. C'est une occasion unique que nous avons, on n'en aura pas deux. Alors, Kouz, Charles, l'employeur, oui, je confirme, pour l'Éthiopie, Huawei a même un marché de 4 milliards de dollars dans les télécoms. C'est énormissime, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, Charles, c'est le point que je vais aborder juste après, c'est le point de la 5G. On va en parler là tout de suite. Emilienne, merci beaucoup, je t'en prie. Écoute, c'est la moindre des choses. Avoir la bonne information, c'est mieux. Je te remercie beaucoup, Emilienne. Merci beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, je voulais quand même attirer votre attention sur les nouvelles routes de la soie. Pourquoi est-ce que ça va restaurer la puissance chinoise et la porter à des sommets qu'elle n'avait jamais atteints jusque-là?
Le premier élément, c'est que début février là, 2020, il y avait plus de 143 pays, soit plus des 2 tiers des pays du monde qui avaient signé des accords bilatéraux avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Février 2020, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pleine phase de coronavirus, les gens sont déjà en train de réfléchir au coup d'après. Ensuite, la deuxième chose, c'est que d'ici à 2050, la Chine devrait se hisser au premier rang du monde en termes de puissance globale et de rayonnement international. Ce que vous devez savoir, ce que nous devons tous savoir, c'est qu'avec les nouvelles routes de la soie, la Chine va investir de l'argent dans 68 pays. 68 pays à travers le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ces 68 pays-là? Elle va faire de nouvelles liaisons ferroviaires. Il y en a une qui va partir donc de Shanghai jusqu'à Londres. Shanghai à Londres. En passant donc, évidemment, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, 7 des 8 destinations sur cette ligne ferroviaire-là se situent dans l'espace géographique russe ou dans des territoires qui sont des territoires anciennement colonisés par la Russie. Donc la Russie avait besoin d'être associée au projet. Donc de nouvelles liaisons ferroviaires. D'ailleurs, c'est déjà opérationnel depuis 2017. Il y a la jonction Yiwu-Londres, donc qui fait 12 000 km en fait. Vous pouvez parcourir en fait ces 12 000 km en 18 jours. Elle est totalement opérationnelle aujourd'hui. Elle succède, elle vient juste après la liaison de Chongqing, Duisbourg et Yuxing, en service depuis septembre 2014. Et ensuite, il y a sur cette ligne-là, il y a des points de transbordement, des points où justement on peut changer. Et les points de transbordement, pourquoi? Parce que c'est important de bien comprendre pourquoi il y a des points où on ne peut pas continuer simplement. C'est la différence d'écartement des rails. Vous avez les rails à écartement standard et les rails à double écartement. Ce que construit la Chine, c'est des rails à double écartement. Et chaque fois qu'elle rentre en liaison avec un endroit où c'est à écartement standard, elle est obligée de faire un pont de transbordement. Donc, la première chose, c'est des nouvelles liaisons ferroviaires. La seconde chose qu'elle fait, et c'est important, c'est de nouvelles liaisons maritimes. Et justement, nouvelles liaisons maritimes, pourquoi? Et c'est ce que je vous avais dit, pour ne pas être dépendant du blocus commercial qui pourrait exister en cas de conflit ouvert avec Washington. Et donc, vous avez le projet de nouvelle route de la soie maritime du 21e siècle, en fait, et vous avez des bases portuaires qui sont destinées à protéger ces routes-là. Donc, on n'est plus simplement dans de la géopolitique, on est dans de la géostratégie avec une dimension fortement militarisée. Ils ont investi dans des ports, et c'est ce que disait tout à l'heure Patrick, et il avait raison, ils ont investi dans des ports par des compagnies chinoises ou hongkongaises, non loin des nouvelles routes de la soie. Donc vous avez de nouvelles liaisons maritimes en fait qui vont de Taïwan à Haiphong, qui passent par la Malaisie, ensuite par le Sri Lanka, qui repassent par le Pakistan, qui passent par Djibouti. Et là on a deux options, soit de passer par Djibouti, passer par le canal de Suez, la Grèce, jusqu'à Venise, ou venir par Mombasa, Dar es Salaam, et traverser ensuite avec une liaison ferroviaire jusqu'en Angola. Donc, c'est vraiment vous dire, hein, et je vous parlerai après du coût et du mode de financement, parce que ce que fait la Chine, je pense que alors, le terme lui-même, les nouvelles routes de la soie, indique que la Chine est en train de redessiner le visage du monde avec ces nouvelles routes commerciales. Enfin, il y a des axes de développement qu'ils sont en train de travailler. C'est les corridors de développement économique qui sont définis dans une stratégie chinoise qui s'appelle One Belt, One Road, en fait OBOR. Et le OBOR, en fait, c'est quoi? C'est une stratégie qui fait que, à partir de Pékin, on peut aller vers la Mongolie extérieure, à partir de Haiphong, on peut aller vers la Malaisie, à partir de Haiphong, on peut aller vers l'Inde, donc vers Calcutta, à partir de la Chine, on peut aller vers le Pakistan, à partir de la Chine, on peut aller vers le Turkménistan, à partir de la Chine, on peut rallier Moscou. Et vous voyez donc que ces axes de développement-là, c'est des corridors qu'ils ont identifiés pour rallier
soit les membres de l'ASEAN, donc l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, soit des membres de l'Union européenne. Et donc, ce faisant, avec cette nouvelle route de la soie, la Chine se remet au centre du monde. Et c'est ça d'ailleurs l'enjeu du conflit ouvert avec la Chine, c'est que les États-Unis voient d'un très mauvais œil tout ce déploiement d'investissements-là. Et l'Afrique, en fait, parce que c'est un autre point, l'Afrique est le réservoir énergétique pour les nouvelles routes chinoises. Et c'est encore le problème. C'est que nous sommes toujours, nous, si vous voulez, utilisés. Et c'est ce que disait tout à l'heure Maître Jo Étienne, et il a raison. Nous sommes utilisés et tout le monde nous utilise. Hein. Les Américains nous utilisent comme base militaire et comme mine, comme endroit de ressources. Les Français nous utilisent comme endroit de ressources et endroit de prestige. Tout le monde nous utilise. Alors la Chine entend aussi faire partie de ce projet mondial. Aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple de la Guinée, à Conakry, le top 10 des investissements chinois, majoritairement dans le secteur énergétique, mais c'est en Guinée. Sur la période 2005-2015, en milliards de dollars, c'est là où ils ont investi énormément d'argent. Ensuite, vous avez le Nigeria, vous avez l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est le deuxième plus gros endroit où il a investi. L'Algérie, l'Égypte. En fait, l'Afrique, et on l'abordera dans le dernier live sur la géopolitique de l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique sera utilisée comme endroit de débordement. Alors c'est à nous de réfléchir comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça et ne pas être simplement de la chair à canon dans cette affaire-là. Ok. Merci Yves, sois le bienvenu Frangin. Oui, alors justement, la place de l'Europe, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine justement. On va parler de l'Europe, de la Russie, des États-Unis. Parce que bon, comme on parle de Covid, la Chine a un rôle plus prégnant dans cette crise-là, mais elle n'est pas la seule. Donc le deuxième live, on parlera des autres acteurs, et le troisième, on parlera de toutes ces conséquences-là sur l'Afrique et sur nos pays, donc sur notre région UMOA, CEDEAO et tout ça. Ok. Donc sur la question donc comment on finance tout ça en fait, il faut savoir que tout ça en fait c'est environ 1300 milliards de dollars. Évidemment d'ici 2027. Hein. Ça fait 10% de son PIB actuel. C'est un chiffre colossal, hein, c'est énormissime, hein, 1300 milliards de dollars. En fait, c'est l'équivalent de 10 fois le plan Marshall des États-Unis pour reconstruire l'Europe. Vous savez, les États-Unis avaient mis sur la table dans le plan Marshall entre 47 et 51 environ 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce qu'entend investir la Chine, c'est 1300 milliards de dollars. On peut se demander comment elle fait ça. Aujourd'hui, elle a déjà dépensé 475 milliards de dollars dans ce projet-là. Elle a donc déjà dépensé environ un tiers de ce qu'elle prévoit de dépenser sur le projet total. Donc c'est loin d'être un éléphant blanc. C'est loin d'être un éléphant blanc. Et pour qui connaît Xi Jinping, qui est quand même un docteur en agriculture, on l'oublie. Hein. On oublie de dire qui est ce monsieur aujourd'hui qui trône à la tête de la Chine. Docteur en agriculture socialiste. Et en plus, il est intelligent, le mec. Hein. Le mec est intelligent parce qu'il envoie sa fille à Harvard pour étudier dans l'un des premiers centres mondiaux de sinologie. Il l'envoie aux États-Unis, qui est son principal ennemi, apprendre la sinologie, c'est-à-dire comment les Américains voient-ils la Chine en fait. Et quand elle a terminé, il la ramène auprès de lui. Et c'est quand même un monsieur qui a réussi à se hisser à la tête du Parti communiste chinois. 90 millions de membres quand même, faut le savoir. Et puis il a aussi une longue tradition de croissance. Dans les années 2000, il est secrétaire général du Parti communiste dans une province chinoise. Et dans cette province-là, il arrive à faire une croissance de 15% par an avec une économie rurale. 15% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 15% par an, ça veut dire qu'au bout de 7 ans, vous avez doublé votre... Si vous aviez 100 000 francs, au bout de 6 ans, approximativement 6 ans, vous avez 200 000 francs.
C'est énormissime, 15%. C'est quelque chose, et il l'a fait 15%. Alors, et c'est pas ça qui est impressionnant, c'est pas le niveau de croissance qui est impressionnant, c'est l'économie avec laquelle il a fait ça. Il a fait avec une économie rurale constituée de paysans entrepreneurs, de micro-entreprises et de circuits mondiaux, circuits commerciaux mondiaux, à partir de cette province chinoise. Et le deuxième, c'est qu'il a quand même travaillé pour le compte de l'État dans la zone où il était, en construisant des routes, des ponts, des universités et des logements sociaux. Donc le monsieur qui arrive à la tête de l'État n'était attendu par personne. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont comparé à un moment donné à Mikhail Gorbatchev, vous savez, le monsieur de la perestroïka, que personne n'avait vu arriver à la tête du Soviet suprême et qui a quand même fait en sorte d'y arriver. Lui aussi, personne ne le donnait gagnant, personne ne le donnait président de la République, il y est quand même arrivé. Et c'est là d'ailleurs que ce projet-là aujourd'hui, qui est financé par des banques commerciales détenues majoritairement par l'État, donc à 44%, donc des 475 milliards, c'est financé par la China Development Bank à 23%, donc pour 110 milliards de dollars, et puis par China Exim Bank pour 31%, environ 149 milliards de dollars, et puis par des fonds de pension mondiaux, hein, Silk Road Fund, CDB Capital, etc. Et qu'est-ce que disent ces financements massifs-là? C'est que la Chine est une puissance économique de premier plan. De premier plan. Pourquoi je dis une puissance économique de premier plan? Vous vous souvenez sûrement de la phase 2008, quand on sort de la crise financière des subprimes, où la plupart des pays, donc les pays, les États-Unis sont exsangues, les pays du Nord, les alliés européens sont exsangues parce qu'ils ont investi dans des actifs toxiques. Tout le monde a perdu de l'argent. Dans cette phase-là, la Chine est celle qui a le mieux résisté. Et donc, ses réserves d'à l'époque, ses réserves d'alors, ainsi que son industrialisation qui n'a jamais cessé, et son taux de croissance de 10% qu'elle a fait sur 20 ans, mais de manière ininterrompue, 10% sur 20 ans, et ça, ce qu'on appelle le capitalisme, l'économie de marché communiste, là, pendant cette période-là, ils ont fait des prodiges économiques. Ok? Donc, et enfin, et c'est ça le point le plus important après les nouvelles routes de la soie. Oui, salut Yeta, sois la bienvenue. Il reste encore un petit peu de temps. Salut Sambou Sangaré, sois le bienvenu. On allait parler de la 5G. Et donc, le dernier point sur lequel compte la Chine pour se projeter dans le monde de demain, c'est la 5G. Et la 5G, c'est ce dont parlait tout à l'heure mon cousin Charles. La 5G, c'est quoi? En fait, la 5G, c'est une nouvelle norme de connexion, en fait. C'est une technologie, en fait, qui autorise des débits qui dépassent les 10 gigabits par seconde. En fait, si vous voulez un ordre de grandeur, c'est environ 14 à 20 fois plus que l'actuel 4G. 14 à 20 fois plus. Je vous laisse imaginer les niveaux de vitesse dont nous parlons. L'avantage, en fait, c'est quoi? C'est que la masse énorme de données qui sont absorbables est prodigieuse, et puis les temps de latence sont ramenés à moins d'une milliseconde. Alors, c'est essentiel pour l'automobile autonome, par exemple, pour les véhicules autonomes. Et ce qui est le plus inattendu avec la 5G, c'est que ça baisse de manière significative la consommation d'énergie. Donc, le but, en fait, de la 5G, c'est quoi? C'est de servir d'interface entre tous les objets connectés que nous utilisons déjà. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise des montres connectées, on utilise des casques connectés, on utilise des télés connectées, la domotique, c'est-à-dire tous les équipements utilisés dans un cadre domestique sont connectés à l'Internet. Et à terme, la 5G devrait même rendre obsolètes les équipements Internet fixes. Et c'est quoi le secret, en fait? C'est le recours aux ondes qu'on appelle les ondes millimétriques. Elles sont déjà utilisées d'ailleurs pour les scanners médicaux ou les liaisons satellites.
Et la fréquence, elle est comprise entre 30 et 300 GHz. Donc c'est vraiment phénoménal comme niveau de vitesse. Elle a des inconvénients cependant. L'un des principaux inconvénients, c'est la multiplication des émetteurs et des relais, et elles exposent effectivement les populations à des champs électromagnétiques et des radiofréquences qu'on dit mortels, en tout cas meurtriers pour la santé mondiale. Et les gens ont raison de faire attention. Mais on n'est pas là pour parler de santé, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire que grâce à la 5G, parce qu'aujourd'hui, Huawei est celui qui a le plus grand nombre de brevets déposés en matière de la technologie 5G. Elle en a déposé 3147. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, Qualcomm, qui est américain, en a déposé 1293. Intel, qui est américain aussi, 870. Donc dans la 5G, les deux premiers, non, le premier c'est Huawei, le second c'est Samsung, le troisième c'est ZTE. Huawei et ZTE sont des Chinois. À eux deux, ils ont environ près de 6000 brevets déposés, Huawei et ZTE. Sur un total d'environ 10 000 brevets, je vous laisse imaginer la taille du lion qu'ils peuvent se réserver. Aujourd'hui, alors à février 2020, hein, les chiffres que je vous donne sont valables pour 2020, ceux qui mènent la course à la 5G aujourd'hui, c'est Huawei. Alors, on disait au départ que la géostratégie, c'est la guerre, en fait, entraînée par les enjeux géopolitiques. C'est ça, hein? Les conflits liés aux enjeux géopolitiques lorsqu'ils prennent une dimension militaire. Et on avait rappelé que Clausewitz disait en fait que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien, la 5G ne fait pas exception à la règle. La 5G, elle est effectivement aussi la continuation, c'est un outil de guerre. Et elle sert donc à la Chine. Et c'est ça d'ailleurs que les Américains lui ont opposé en disant que ce n'était pas sûr et que c'était un cheval de Troie. J'ai d'ailleurs vu un exemple assez particulier qui va peut-être vous parler plus que les longs discours. Supposons que un militaire américain soit en guerre avec l'armée chinoise et que sur le terrain des opérations, l'ensemble des équipements connectés qu'il a, les casques, les gilets pare-balles, la radiofréquence, etc., soient gérés par la 5G. Vous voyez comment ça pourrait donner un désavantager les Américains? Eh bien, c'est ça le sujet. Donc, je rappelle en fait que nous étions en train de discuter en fait de la géopolitique du Covid et qu'aujourd'hui, nous avons décidé de faire un focus sur la Chine. Et la Chine aujourd'hui, elle se positionne en fait comme un acteur majeur. Elle n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles et elle sait déjà, parce qu'elle l'a joué longtemps à l'avance, attribuer le rôle du chef en gérant l'OMS. Et il se susurre, ce n'est pas confirmé, c'est une rumeur, que le directeur général de l'OMS pourrait démissionner dans les tout prochains jours, en raison de son rôle qu'il a eu dans la crise, en raison du refus de Washington de continuer à financer, donc la suspension de la contribution américaine à l'OMS, et puis aussi parce qu'on a vu un alignement presque intégral sur les positions de la Chine, de l'OMS sur les positions de la Chine. Donc il se susurre que l'OMS pourrait sauter et éclater en tout cas, et le directeur général pourrait ne pas rester dans les tout prochains jours. Voilà donc, salut Alassane, sois le bienvenu mon frère, merci beaucoup. Diandian, sois la bienvenue. Jeannot, mon frère, Abdul Karim, soyez les bienvenus. Donc je voulais profiter de cette tribune pour remercier tous ceux qui ont trouvé du temps pour le passer avec nous. Nous avons fait 1 heure et 9 minutes. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de rester dans l'heure, en tout cas dans les 60 minutes. On a eu un peu de dérapage à cause de quelques soucis d'ordre de connexion d'Internet, mais je sais pouvoir compter sur votre indulgence. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuation de la géopolitique de la pandémie
où on va continuer à examiner le rôle des autres acteurs dans la pandémie mondiale. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment. Merci beaucoup.